voilà arrivés avec ce 10e module à mi-parcours de notre cheminement en comptabilité. Au sein de ce 10e module, nous allons nous pencher sur l'exploitation du compte de résultat, sur l'analyse du compte de résultat. Je vais pour cela vous présenter un outil particulier qui s'appelle le tableau des soldes intermédiaires, un outil canonique très classique utilisé sur le compte de résultat quand il est présenté par nature, ainsi que nous l'avons vu dans le module 9. Nous parlerons pour conclure de l'autofinancement, notion essentielle pour apprécier la performance et la capacité de survie d'une entreprise. L'enjeu est donc clairement identifié, il s'agit de l'analyse du compte de résultat. Pour analyser ce compte de résultat, comment va-t-on procéder ? On va calculer un ensemble de soldes intercalaires, un ensemble de sous-totaux successifs emboîtés, qu'il s'appelle le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Leur calcul est assez simple, dans la mesure où ils suivent globalement la présentation du compte de résultat dans son ensemble. L'idée générale étant que vous allez isoler des soldes spécifiques intermédiaires dont l'analyse va vous apporter des informations sur la performance de l'entreprise au cours de la période considérée. Pour réaliser cet exercice, nous allons le faire, et nous allons le faire sur un exemple d'état financier particulier. J'ai choisi les états financiers de Danone à la clôture de l'exercice 2008. Alors, nous n'avons pas vu la totalité des états financiers, la totalité des postes. Il y a un certain nombre de postes particuliers dont le traitement est trop complexe pour être abordé ici et qui se voient en particulier à ce niveau, quote-part des résultats nets des entités associées que nous n'allons pas traiter. Cette notion de résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession n'a pas été abordée ici. Heureusement, elle est sans conséquence pour le moment. Compte tenu de ces quelques corrections, essentiellement les résultats nets des entités associées, le résultat net final de Danone, si on ne prend pas en considération ces entités associées, est de 1329. C'est sur la base de ce résultat net de 1329, c'est ce résultat de 1329 que nous allons analyser en mettant en évidence un ensemble de marges intermédiaires successives. La première marge que l'on calcule traditionnellement est ce qui s'appelle la marge brute. Que représente cette marge brute ? Elle représente ce qui reste du chiffre d'affaires après la consommation des matières premières utilisées par l'entreprise pour la fabrication des biens qu'elle a vendus. Je dis bien matières premières utilisées par l'entreprise pour la fabrication des biens qu'elle a vendus. On ne parle pas ici de marge commerciale, on ne parle pas ici de marchandises. On est dans une société de production. Le chiffre d'affaires de Danone est de 32 milliards, 713 millions. Vous pouvez le vérifier facilement. Les achats consommés figurent en tant que tels sur une ligne spécifique du compte de résultat pour un montant de 15 milliards 0,81 millions. Vous avez donc une marge brute de 17 milliards 632 millions d'euros. Le calcul que l'on fait classiquement sur la marge brute, c'est un calcul de taux de marge. De manière peu surprenante, vous rapportez le montant de la marge brute, 17 milliards 632, au montant du chiffre d'affaires, 32 milliards 713, et vous avez un taux de marge brute, ce qui reste à l'entreprise après l'achat de ces matières premières consommées, après prise en compte du coût de ces matières premières consommées. Ici, le taux de marge brute est de 53,9%. Il n'y a pas nécessairement des éléments à obtenir d'un taux ainsi isolé. Ce qui est important, c'est de le regarder dans le temps, son évolution, et de le comparer au secteur d'activité. J'attirerai votre attention sur une particularité de vocabulaire. Quand il y a non pas vente de biens transformés, mais vente de marchandises, vente de biens en état, le fonctionnement est le même, mais on parle alors non pas de marge brute, et plutôt de marge commerciale. Le solde suivant est certainement un des plus connus et un des plus importants de l'analyse financière, de l'analyse de la performance de l'entreprise. Il s'agit de la valeur ajoutée.
Comment se calcule-t-elle? Eh bien, c'est la valeur ajoutée par l'entreprise sur ses consommations externes. On parle donc de notre marge brute et on enlève les achats réalisés à l'extérieur, ces fameux autres achats et charges externes que nous avions vus dans le module 9. Nous avons donc une marge brute de 17 632 millions. Nos consommations externes figurent dans notre compte de résultat. Pour un montant de 7 384, il y a donc une valeur ajoutée de 10 248 millions sur cet exercice pour la société étudiée. Quelle est l'approche que l'on va avoir de ce solde valeur ajoutée? Vous pouvez évidemment, comme pour la marge brute, calculer un taux de valeur ajoutée. Donc rapporter le montant de votre valeur ajoutée, ici 10 248, à votre chiffre d'affaires, 32 713 millions, ça vous fait un taux de valeur ajoutée de 31,3% qui ne veut pas davantage dire grand-chose pris de manière isolée et qui, en revanche, peut utilement être comparé à d'autres entreprises du secteur pour apprécier la performance de la société que vous êtes en train d'analyser ou peut être comparé dans le temps pour voir comment évolue la capacité de l'entreprise à créer de la richesse par rapport à ses intrants, à ses achats externes. La valeur ajoutée est également analysée dans une autre perspective. On va considérer que la valeur ajoutée sert à payer un certain nombre de choses et sert en particulier, mais pas seulement, à payer les consommations internes. On va donc regarder dans quelle mesure les frais de personnel absorbent la valeur ajoutée et vous avez calculé le ratio frais de personnel, charges de personnel sur valeur ajoutée. Ici, 6,4 milliards sur 10 248. On a un ratio qui est de 63,1%. On considère traditionnellement que le montant maximum, le niveau maximum de ce ratio charge de personnel sur valeur ajoutée se situe aux alentours de 70%. Entre 2 tiers et 75%, au-delà, toute considération sur le secteur mis à part, puisque les ratios de valeur ajoutée peuvent être extrêmement variés suivant les secteurs d'activité, il s'agit d'un signe de fragilité de l'entreprise. La valeur ajoutée sert également à payer le renouvellement du matériel et vous allez voir ici dans quelle mesure l'usure de ce matériel absorbe la valeur ajoutée. Ici, nous avons des dotations aux amortissements de 1335 millions sur une valeur ajoutée de 10 248. On a un taux qui se situe à 13%, qui est juste dans la fourchette habituellement considérée comme normale, à prendre également avec prudence car c'est très sensible au secteur d'activité. On évoque traditionnellement pour ce taux de dotation aux amortissements sur valeur ajoutée une fourchette située entre 10 et 15%. Très variable suivant le secteur d'activité, le montant des immobilisations et donc des amortissements pouvant être très différents. Troisième source d'absorption de la valeur ajoutée, c'est les ressources financières de l'entreprise, le coût de sa dette, donc le montant de ses intérêts rapportés à la valeur ajoutée. Ici, nous avons des charges financières, des charges de la dette de 277 millions sur une valeur ajoutée de 10 248. La charge de la dette absorbe 2,7% de la valeur ajoutée, ce qui est plutôt faible. On évoque traditionnellement des taux aux alentours de 5-6%. À prendre également avec prudence, puisque ce niveau d'absorption des intérêts par la valeur ajoutée est très dépendant du niveau des taux d'intérêt. Dans un contexte de taux d'intérêt faible, vous allez avoir des ressources financières qui vont absorber une part plus faible de la valeur ajoutée. Cela semble assez naturel. Donc valeur ajoutée que vous pouvez rapporter au chiffre d'affaires, valeur ajoutée dont vous pouvez également analyser l'absorption par les postes suivants de charges. Autre solde extrêmement intéressant, l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation se calcule à partir de la valeur ajoutée en déduisant les frais de personnel et les impôts et taxes. Notre valeur ajoutée est de 10 248 millions, elle n'a pas changé. Les frais de personnel, comme le compte de résultat est présenté par nature, figurent dans notre compte de résultat pour un montant de 6 471 millions.
Les impôts et taxes figurent pour un montant de 660 millions. Les impôts et taxes, ce sont l'ensemble des impôts et taxes que supporte l'entreprise, à l'exception, rappelons-le, de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est ni une charge ni un produit, et de l'impôt sur les sociétés, qui est classé à part en bas de mon compte de résultat. Donc vous allez y trouver en particulier la taxe professionnelle et son successeur, la contribution sur la valeur ajoutée économique, vous allez y trouver la taxe foncière, ce type d'impôts et taxes. Cela fait un EBE pour la société analysée de 3 117 millions que vous allez exploiter en calculant un ratio extrêmement classique qui est le taux de marge brute d'exploitation. Vous rapportez votre BE, 3 117 millions, à votre chiffre d'affaires, 32 713 millions. On a un taux de marge brute d'exploitation de 9,5%. C'est un ratio extrêmement utilisé. Pourquoi? Parce que généralement considéré comme très pertinent. C'est un ratio sur lequel la politique comptable de l'entreprise va relativement peu influer puisque les charges calculées, en particulier tout ce qui concerne les dotations aux amortissements, ne sont pas encore prises en compte. Donc c'est un ratio qui va être moins sensible à la politique comptable de l'entreprise et c'est donc un ratio qui va être plus facile à comparer et dans le temps et entre les entreprises. Cela donne une pertinence particulière à ce ratio, peut-être supérieure à ceux que l'on obtient avec les soldes suivants, où là, l'impact de la politique comptable de l'entreprise devient de plus en plus sensible. Justement, le solde suivant est un solde extrêmement connu. Il s'agit du résultat d'exploitation, qui est un solde qui figure de manière explicite dans les comptes de résultats présentés par nature. Et ce sont les éléments qui vous permettent de passer de votre BE, 3 117 millions, à votre résultat d'exploitation. Donc vous avez les autres produits, des produits qui ne sont pas directement liés à l'activité de l'entreprise. Vous avez 128 et 78, on a deux lignes d'autres produits. On a une troisième ligne d'ailleurs, 747, d'un ensemble de produits périphériques. On a des autres charges et des dotations aux amortissements d'exploitation, 1335 et 505. L'ensemble permet d'obtenir notre résultat d'exploitation, 2 230 millions. À quoi sert ce résultat d'exploitation? Comment est-il utilisé? Alors, on calcule fréquemment une rentabilité d'exploitation. La rentabilité d'exploitation se calcule ainsi. Vous rapportez ce résultat d'exploitation aux éléments que vous avez dû mettre en œuvre pour l'obtenir. Donc, vous rapportez ce résultat d'exploitation au total des immobilisations et de votre besoin en fonds de roulement. Deux notions que nous avons vues dans les modules consacrés au bilan qui correspondent aux moyens qu'a dû mettre en œuvre l'entreprise pour obtenir ce résultat d'exploitation. Vous rapportez le résultat d'exploitation aux moyens mis en œuvre, ça vous donne une idée de l'efficience de l'entreprise dans l'utilisation des moyens dont elle dispose. Après le résultat d'exploitation, nous avons le résultat courant avant impôt. Le résultat courant avant impôt s'obtient à partir du résultat d'exploitation, 2 230 millions dans notre cas, corrigé des charges et des produits financiers. Donc, moins les charges financières, nous avons deux lignes de charges financières, essentiellement les charges d'intérêt, plus les produits financiers, en général, essentiellement les revenus de nos placements. Nous avons un résultat courant avant impôt de 1934. Ce résultat courant avant impôt peut être rapporté au chiffre d'affaires. C'est néanmoins un solde dont la centralité dans l'analyse du compte de résultat est un petit peu moins grande. Dernier solde, à tout seigneur, tout honneur, le résultat net qui est obtenu à partir de votre résultat courant avant impôt, sous déduction de votre impôt sur les sociétés et après correction du résultat exceptionnel. Ici, comme il s'agit de comptes publiés en résultat en normalisation IFRS, il n'y a pas de résultat exceptionnel, il n'existe que dans la normalisation française. Donc nous avons simplement une charge d'impôt et nous avons un résultat net de 1329, 1 329 millions, qui est le montant de notre résultat net pour la période, sous réserve des corrections auxquelles on a pratiqué pour ne pas tenir compte des éléments de consolidation. Telle est une illustration assez typique de l'exploitation qu'on peut avoir d'un compte de résultat présenté par
nature, le compte de résultat présenté par fonction va s'exploiter de manière différente dans la mesure où vous n'avez pas accès, ou en tout cas pas simplement, pas directement, à la nature des charges qui structurent l'analyse par solde intermédiaire. Comment va-t-on faire dans notre analyse du compte de résultat par fonction? On va se pencher sur la marge opérationnelle, qui est la marge dégagée par les activités récurrentes de l'entreprise. Donc les activités dont le renouvellement d'année en année présente un fort degré de stabilité. Et donc on exclut de notre marge opérationnelle les autres produits et charges, il y a ce terme « autre » devant, qui sont également des éléments qui sont liés à l'activité ordinaire de l'entreprise, mais qui ne présentent pas le même degré de récurrence. Donc la marge opérationnelle est calculée sous déduction de ces autres produits et charges opérationnels. Nous allons le voir dans le cas de Renault à l'instant. Vous avez votre chiffre d'affaires, 38 milliards, vos coûts des biens vendus, vos frais de recherche et développement, vos frais commerciaux et puis le coût de financement des ventes qui est un élément issu de l'activité financière de Renault. Vous avez votre marge opérationnelle de 1,99 milliard, marge opérationnelle de Renault que vous pouvez par exemple, comme nous l'avions fait tout à l'heure avec la valeur ajoutée ou le BE, rapporter au chiffre d'affaires pour en étudier l'évolution dans le temps ou en étudier l'évolution par rapport aux autres entreprises du secteur. Deux ratios que l'on voit également fréquemment, c'est l'EBIT et l'EBITDA. Commençons par l'EBIT, c'est Earnings Before Interest and Taxes, le résultat avant intérêt et impôts. L'EBITDA est lui un résultat avant intérêt, impôts, dotation, dépréciation et amortissement. L'EBIT correspond au résultat d'exploitation. C'est le solde le plus proche de l'EBIT. L'EBITDA, en revanche, correspond à peu près, modulo les différences de calcul entre les deux systèmes comptables, en particulier, à notre BE. Voilà, donc on retrouve derrière cet EBIT et cet EBITDA des soldes intermédiaires que nous avons abordés auparavant. D'autres éléments importants sur l'analyse du résultat net, c'est que je vous ai parlé des dotations aux amortissements et aux dépréciations. Ce sont des charges qui ne sont pas décaissées. Et en effet, une partie des charges ou des produits figurant dans le compte de résultat est calculée et ne fera pas l'objet d'un décaissement ou, pour les produits, d'un encaissement. Alors, l'exemple le plus classique, l'exemple le plus simple, c'est cette fameuse dotation aux amortissements. On a vu que c'était l'usure calculée comptablement des biens détenus par l'entreprise. Cette dotation ne fait pas l'objet d'une facturation ni d'un flux de trésorerie. Par ailleurs, une partie des charges ou des produits est non récurrente, ou en tout cas considérée comme telle dans le système français. Ça concerne en particulier tout ce qui tourne autour des cessions d'immobilisation. Ces idées de charges calculées et de non-récurrence nous amènent à la capacité d'autofinancement qui correspond à la partie du résultat qui va donner de la trésorerie. Donc c'est le résultat hors impact des charges et des produits calculés et non décaissés ou encaissés. Et c'est la partie du résultat qui est issue de l'activité habituelle de l'entreprise, et donc en particulier qui ne tient pas compte des cessions d'immobilisation. Donc cette notion d'autofinancement, cette notion de capacité d'autofinancement vous donne une image du montant de trésorerie potentiellement généré par l'activité récurrente de l'entreprise. Dans notre exemple, comment se calculerait-elle? Eh bien, vous partez du résultat net. Il y a différentes manières d'obtenir la capacité d'autofinancement. Calcul par le résultat net est de loin le plus simple à mon sens. Donc là, on avait le résultat net tel que nous l'avions calculé, 1329. Vous rajoutez les dotations aux amortissements. Ici, nous avons des dotations aux amortissements de 1335. Vous rajoutez les dotations aux dépréciations. Rappelez-vous ce que nous avons mentionné sur le traitement de notre actif d'exploitation.
quand il perdait de la valeur de manière probable, cette notion de dépréciation qui ne fait pas non plus l'objet d'un décaissement. Et vous corrigez des autres produits et charges que je considère, à l'appui de la lecture des notes, comme étant essentiellement issus des cessions d'immobilisation. Donc ici, moins 747. En déduction, nous avons un produit de 747 que l'on enlève et on obtient une capacité d'autofinancement pour notre société de 2 422 millions, qui est la capacité d'autofinancement générée par l'activité récurrente de l'entreprise. Avec cette analyse du compte de résultat, nous avons franchi un certain nombre d'étapes successives nous permettant d'analyser ce solde extrêmement composite que constitue le résultat net. Ce résultat net, sur lequel toute l'attention est généralement portée, ne représente cependant plus, depuis l'introduction des normes IFRS, le seul endroit où se lie toute la variation de richesse de l'entreprise. Une nouvelle notion a été créée, la notion de résultat global, et c'est cette notion de résultat global qui, dans la normalisation IFRS, vous donne le montant de la variation de richesse générée par l'entreprise. C'est sur cette notion que nous allons nous pencher dans le prochain module.